bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra. Nous allons aller à la rencontre de Pierre Leray-Guillemet. Bonjour Pierre. Bonjour Gwen. Alors, du coup, Pierre, toi, tu es une personne qui a réalisé le soi. Oui. Voilà. Alors, avoir réalisé le soi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, en définition, pour les personnes qui éventuellement ne connaissent pas le sujet? D'accord. Alors, avoir réalisé le soi, ça peut paraître bizarre, mais ça veut dire que tu as réalisé que justement tu n'étais pas une personne. Donc, dans l'expérience, depuis toujours, il y a une conscience qui est là, qui perçoit tout, qui voit tout. Et cette conscience, elle est toujours tranquille, joyeuse. C'est un peu la joie de l'enfant, on en parle comme ça. Et c'est juste la joie, finalement, la joie d'être. Le fait d'être est joyeux en soi. Et souvent, c'est oublié par la plupart justement des gens, des personnes, parce qu'on focalise. On focalise sur tout ce qu'on perçoit et puis on commence à vivre davantage à travers des perceptions qu'à travers le vécu direct. Je prends un exemple très concret. Quand on se voit dans le miroir, on commence à croire qu'on a un âge, par exemple. Alors que dans le vécu direct, la sensation âge n'existe pas. On ne se sent pas avoir un âge. Pour avoir un âge, il faut réfléchir. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on vieillit, on se dit « non, mais moi, j'ai pas cet âge-là. » Ben oui, c'est vrai. C'est carrément vrai. Ouais. Oui, d'accord. Et alors, j'ai envie de faire une interview dans la peau d'un être réalisé, donc de toi, hein, on ne va pas inventer un autre. Okay. Et donc, j'ai des questions. Du coup, avec cette réalisation du toi, ouais. Comment tu vois les chemins de sagesse divers et variés? Quelle idée tu as là-dessus aujourd'hui? C'est pas une idée, mais je vois qu'en fait tous les chemins de sagesse ont leur place. Et quand j'ai commencé justement sur ce chemin moi-même, en fait j'ai un petit peu épluché, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait dans toutes les voies et assez rapidement, intuitivement, j'ai vu qu'il y avait une synthèse, ne serait-ce qu'au niveau de la logique. J'ai vu que tout le monde disait la même chose. Au bout du compte, sur l'essentiel, tout le monde dit exactement la même chose. Avec des mots différents. Avec des mots différents, ouais. Et des images, parce qu'ils utilisent beaucoup d'images. Aussi, ouais, ça peut être plein de métaphores, mais ce qui est intéressant, c'est que quand je dis tout le monde, ça veut dire des érudits, des gens qui ont beaucoup étudié les textes, comme des analphabètes. C'est-à-dire qu'il y a des grands sages en Inde, des yogis, des maîtres complètement réalisés, qui par exemple n'ont jamais lu, sont jamais allés à l'école et tout ça, et disent exactement la même chose que ceux qui ont beaucoup étudié les textes. Donc ça revient toujours au même, quoi. C'est la même chose. Ouais. Donc tous les chemins de sagesse peuvent être une voie de réalisation du soi, oui. À compter de bien les interpréter, de bien les comprendre aussi, ou même les faussetés d'interprétation font partie du chemin aussi. Dans l'absolu, tout fait partie du chemin. Mais après, quand on étudie par exemple les textes de telle ou telle voix, ou qu'on pratique de telle ou telle façon par rapport à telle ou telle voix, le plus important c'est que le cœur doit rester central. C'est-à-dire que quand on lit un texte par exemple de sagesse, d'un sage, l'important c'est qu'est-ce que ça fait dans le cœur quand je lis. Et quand je lis une phrase, si ça fait quelque chose dans le cœur, finalement j'ai pas besoin de trop continuer la lecture. Là, au moment où je vis ça, je peux juste fermer le bouquin un instant et rester avec cette phrase. Et pourquoi pas la répéter pour qu'il y ait un goût moi j'appelle ça le goût de la présence, le goût de être, même si ça paraît duel, quand je le dis comme ça semble qu'il y a un goûteur qui goûte être, mais bon, en réalité, je dis ça pour qu'on se comprenne, mais c'est plus infus que ça, c'est infus. Et ben ça va se révéler de plus en plus au fur et à mesure
de l'étude, quoi. Oui, donc s'imprégner vraiment, dès qu'on sent que ça a touché quelque chose dans notre cœur, de s'en imprégner avant de continuer, d'avancer dans la lecture. Ouais, le but, c'est pas de remplir le mental, même s'il y en a, ça peut passer par là des fois, hein, ça peut passer par lire beaucoup, etc. Mais il y a un moment donné où on va se rendre compte que ça, c'est le petit moi, en fait, l'ego, le personnage, justement, qui a voulu... qui veut faire un érudit, un super personnage, comme une fin en soi. C'est-à-dire un sage qui saurait plein de choses, qui aurait beaucoup de culture et tout ça, sauf que la culture n'amène pas la paix. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport, en fait. Oui, de ne pas vouloir s'alimenter de plein de connaissances avant de les ressentir ou de les... C'est ça. En fait, de savoir, je dirais. Je fais une différence entre le savoir et la connaissance. Pour moi, la vraie connaissance, elle est très très simple, c'est de connaître ce par quoi tout est connu. Donc il y a quelque chose là qui connaît tout. Qui connaît que là il fait jour, qui connaît que tu es là, que je suis là, mais c'est au-delà des qualificatifs. C'est pas juste je te mets l'étiquette, t'es une femme, je suis un homme, etc. Tu vois, c'est au-delà des concepts. Ça connaît l'expérience qui se déroule là maintenant. C'est qu'est-ce qui fait l'expérience de tout en fait. Et donc quand on a réalisé le soi, tu vis toutes les choses tout le temps avec cette perception, concrètement, c'est comment? Par exemple, là tout de suite, tu es dans cette observation de toi, ton corps, plus que tu n'es ton corps, comment ça... C'est exactement comme pour toi en fait. Toi tu vois ton corps, tu n'es pas ton corps. Oui. On est d'accord, c'est juste une perception qui apparaît. Oui. Qui apparaît au sein de quoi? C'est là la vraie question. Et en fait c'est au sein d'une conscience paisible. Tous les objets que tu vois apparaissent au sein d'une conscience totalement tranquille. Et quel que soit ce qui apparaît, même si c'est quelque chose de très agité qui apparaît, ça apparaît quand même au sein d'une conscience tranquille. Mais alors, est-ce que justement, quand on a réalisé le soi, il apparaît encore dans ce champ de conscience du stress, des émotions Pas beaucoup. Ça pourrait éventuellement arriver, mais comme il n'y a pas beaucoup d'identification, parce que justement, ce qui est clairement vu dans la réalisation du soi, c'est que c'est la mécanique de la conscience, la mécanique de l'identification, la mécanique de la souffrance humaine, et la mécanique principale, c'est justement qu'il y a vision, focalisation, saisie et attachement. Et en fait, comme ça c'est vu, en fait, tu es là même, tu es en amont de la saisie. Donc tu vois avant tous ces mécanismes-là. Mais ça apparaît, c'est-à-dire que tu vis encore des émotions de tristesse, qui arrivent et tu les vois tout de suite ou tu n'en vis même plus? Non, parce que en fait, mot pour mot, je ne vis pas ça. Pourquoi? Parce que ce sont... je le prends pour ce que c'est réellement. C'est-à-dire que c'est une perception, mais moi, ce que je suis, c'est pas une perception. C'est-à-dire l'espace tranquille est toujours l'espace tranquille. Même s'il y a quelque chose qui vient par-dessus, ça ne change rien. C'est comme le silence est toujours le silence, même s'il y a toujours des mots par-dessus. En fait, en réalité, le goût du silence est toujours là, en permanence. Oui. Alors, pour reprendre cette image, le silence, mais par exemple, un gros bruit qui arrive dans le silence, il peut nous perturber. Est-ce que toi... dans ce calme, une grosse émotion peut encore te perturber aussi? Pour l'instant, ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc, si je voulais... comment dire? Je ne peux pas m'imaginer de film parce que même ça, pour moi, c'est illusoire. Donc, je n'arrive pas à me raconter une histoire en train de me dire ouais, mais imaginons, il se passe ci, il se passe ça. Comme le vécu direct, c'est que maintenant. Oui. Donc pour moi, le reste, c'est de l'illusion totalement. Donc il n'y a plus jamais d'alimentation de scénario déjà futur, mais même sur une situation présente, il n'y a pas de commentaires ou de surajouter des choses
à ce qui se vit. Donc finalement... En fait, quasiment la grosse majorité de la souffrance humaine, c'est ça. Surtout en Occident, où on est beaucoup dans le mental. Donc on ajoute des concepts à ce qui est. Mais alors, par exemple, est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir des douleurs? Parce que le corps reste le corps, même s'il émerge au sein de la conscience. Alors, des douleurs qui peuvent, je sais pas, est-ce que ça t'est arrivé depuis cet état d'éveil de vivre des douleurs qui t'amènent quand même un peu de peur ou de stress? Ou alors non, comment ça se passe? Pas de peur ou de stress, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des douleurs. Ça fait partie du monde. Hein. Mais par contre, je ne me sens pas être la douleur. Oui. Donc c'est ça toute la différence. Et donc ça se vit comment une douleur quand on n'est pas la douleur? Du coup, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de tout ce qui embarque d'habitude du genre et si ça empirait et comment je vais faire. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas tout ça. Donc du coup, ça n'impacte pas la tranquillité. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Hein. Il y a l'élan spontané, comme je dis souvent, la vie préserve la vie. Donc automatiquement, ça prend soin automatiquement du corps, ça prend soin. Voilà, c'est spontané en fait. Hein. Oui, c'est-à-dire que si tu te brûles le pied, t'enlèves ton pied, quoi. Oui, voilà, puis je fais ce qu'il faut. S'il y a l'élan, enfin je pense qu'il y aura l'élan, mais s'il y a l'élan, je pense que je vais faire ce qu'il faut pour le pied, quoi. Oui, tu prends soin du corps, justement. Quel est le rapport au corps qui est à la fois du coup perçu comme quelque chose qui fait partie vraiment du plan relatif? Comment tu prends soin de ton corps avec cet état de conscience? En fait, c'est automatique. C'est-à-dire que j'y pense même pas, il n'y a pas de méthode. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, justement, il y avait des méthodes, il y avait comment rendre... je me disais qu'est-ce qu'une action pure et qu'est-ce qui est moins bien pour le corps, qu'est-ce qui est plutôt impur. Tu vois, dans beaucoup de voies spirituelles, par exemple, on dit que la sexualité, c'est pas bien, des choses comme ça. Et maintenant, tout ça n'existe plus du tout. La matière est vue exactement comme de l'esprit. Tu vois, il n'y a pas de différence entre esprit et matière. Et justement, en fait, c'est justement là le grand paradoxe, c'est que pour réaliser la vraie nature de la matière et la vraie nature de l'esprit, il faut qu'il n'y ait pas de différence. Ça paraît fou, mais maintenant je vois vraiment ce qu'est la matière pour ce qu'elle est et ce qu'est l'esprit pour ce qu'il est. Et en fait, du coup, ça ne peut pas nuire. Si tu veux, la matière ne peut pas nuire à l'esprit, puisque la matière, c'est de l'esprit aussi. Oui. C'est la même chose, c'est la conscience qui joue avec tout ça, quoi, qui organise tout ça. Et donc ça va être juste dans l'instant, ce que tu ressens de bon de faire pour ton corps, dans l'instant tu le fais, où il y a quand même des grandes lignes actuellement, parce que ça peut changer, mais actuellement, comment tu prends soin de ton corps? Quel est l'élan que tu as? Déjà, comme je suis prof de yoga, je bouge quand même pas mal. Je fais pas mal de respiration, mais rien qu'en cours, je fais pas mal de pratiques de respiration. Comme j'enseigne la méditation, il y a aussi de la méditation. Pour moi, j'en fais plus du tout. J'en ai fait pendant des années, mais maintenant plus du tout. Tu n'en fais qu'en cours, en fait. Ouais. Mais si tu n'avais pas de cours, tu en ferais pour toi-même tout seul ou pas forcément? Alors ça, je peux pas dire, parce que ça voudrait dire se raconter quelque chose, mais c'est pas sûr. Non, peut-être que juste de marcher, ça suffirait. Tu vois, ce serait juste simplement être là, tu vois, ou poser dans un jardin, ou aller au parc à côté. J'ai eu une période terrasse de café, par exemple, à un moment donné. C'est juste après l'éveil où je faisais plus aucune pratique spirituelle. Pendant 17 ans, je pratiquais beaucoup, puis là, rien du tout. Et là, ma seule pratique, c'était les terrasses de café. Tu vois. Et là, je regardais les gens passer. Je regardais tout, quoi, en contemplation. Et je voyais, pour moi, c'est voir la vie qui se danse. Je vois la vie qui danse, quoi. Voilà. Et il n'y a pas de jugement. Ça faisait du bien et plaisir. Tu avais cet élan de te poser aux terrasses de café. Et en fait, quand je fais ça, je me vois. J'étais en train de me voir moi-même. Je me contemple.
Quand tu dis tu te vois, est-ce que c'est que tu as cette image mentale qui te voit inclus dans la scène ou tu te vois dans tes sensations, tu te sens? Non, je me vois depuis l'intérieur partout en même temps. C'est-à-dire que quand je me vois pas que d'ici, je me vois depuis l'intérieur des objets que je vois. Tu vois, c'est comme ça que c'est, si tu veux, quand je regarde un objet, je me vois depuis l'intérieur de l'objet. Ah oui. C'est-à-dire que je goûte la paix là, je la reconnais dans la matière aussi. Ah oui, c'est comme si c'est des miroirs de toi. Ouais, voilà, tu te vois comme si tout est un miroir de toi, c'est ça. Oui, et donc du coup, moi j'appelle ça tomber amoureux. En fait, c'est le véritable amour, c'est reconnaître l'unité derrière l'apparente dualité. Il y a certains qui disent que l'amour, c'est accepter ce qui est, accueillir ce qui est tel que c'est. Toi, derrière le mot justement amour, tu viens de l'employer, ce serait quoi le véritable amour, c'est de... Savoir que tu es un avec ce que tu perçois. Ouais. En fait, ça va même plus loin que ça, c'est savoir que tu es ce que tu perçois. Ouais. Voilà. Là, ce que tu m'as décrit avant, moi j'appelle ça l'accueil. Mais en fait, de l'accueil à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et c'est pour ça que je parle souvent de l'accueil en satsang, parce que l'accueil, c'est la première clé en fait qui amène tout de suite à l'amour inconditionnel. Si tu es capable d'accueillir sans résistance ce qui se présente, ça t'amène à l'amour inconditionnel très rapidement. D'accord. Donc, par exemple, je ne sais pas, accueillir de manière inconditionnelle, quelqu'un vient te marche sur le pied avec son talon, t'as mal, t'as une réaction d'accueil, d'amour inconditionnel, ou t'as quand même une réaction de « Ah, j'ai mal », Je sais pas. Ça t'est pas arrivé? Non, ça n'est pas vraiment arrivé. Ça pourrait... je sais pas, tout pourrait se passer. Ouais. Ça pourrait même me faire rire, parce que comme je suis dans la personne, aussi en face, du coup, je perçois son... des fois, il y a des personnes qui s'excusent, puis moi, ça me gêne pas. En fait. Je sais pas, c'était tout un truc, mais c'est drôle. Une fois, j'étais en voyage dans le train, il y a quelqu'un avec sa valise qui m'a roulé sur le pied, et moi, j'habitais à Paris. À l'époque, et j'avais l'habitude que ça se passe dans le métro, tu vois, des gens qui font des incivilités, tu vois. Et là, c'était dans le train en Belgique, et la personne, c'était une Belge. Et du coup, la personne, elle m'a roulé sur le pied. Après, elle s'est retournée, et elle s'est excusée, mais vraiment comme si elle avait pu se mettre à terre, elle serait mise à terre, quoi. Et là, j'étais mort de rire parce que c'était tellement marrant de voir la différence entre le contexte où je vivais à Paris. Où là on a l'habitude et puis là la personne qui s'excuse à fond, du coup ça m'a fait rire en fait à ce moment-là. Et si la personne justement comme à Paris te marche sur le pied mais s'excuse même pas, c'est pareil, ça te crée pas de petits agacements internes, non ça... Ce qui se passerait, c'est que je verrais peut-être ce qu'elle vit. Ce qui arrive souvent, c'est que je vois ce qu'elle vit, donc je vois qu'elle est inconsciente de ce qui se passe parce qu'elle est prise dans ses trucs. Et donc il n'y a pas de rancœur. Tu la comprends, mais c'est par compassion. Donc quand je travaillais à Paris, justement, j'avais beaucoup de gens, ça pouvait arriver, comme je travaillais dans un cinéma, je représentais le cinéma, et quand ça allait pas dans le cinéma, forcément j'étais responsable, alors que j'y étais pour rien en fait. Et du coup, ça arrivait souvent que je sois insulté, même des fois par 4-5 personnes en même temps, tu vois. Et du coup, j'avais beaucoup de collègues qui pétaient des câbles, tu vois, mais moi ça me faisait rien. Et ça me faisait rien parce que, on m'a posé la question une fois, pourquoi ça te fait rien? Et moi j'ai juste dit, parce que je les comprends. C'est tout. Quand tu comprends vraiment ce que vit l'autre, tu ne peux pas en vouloir en fait. Mais quelqu'un justement parce qu'il a beaucoup de choses qui peuvent expliquer son comportement, donc quelqu'un qui voudrait te taper, quand même à un moment donné on peut comprendre mais pas tout accepter.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah après, encore une fois, la vie protège la vie, donc il se passerait quelque chose pour la protection du corps ici, comme pour la protection du corps de quelqu'un d'autre. Ce qui m'est aussi arrivé à Paris, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis entre deux personnes qui allaient se taper. Ouais. Mais sauf que moi, comme j'avais aucune animosité, aucune colère en face de la personne qui allait taper, bah, l'autre personne, elle pouvait pas... elle n'avait pas de réponse, donc ça n'arrivait pas à alimenter son truc, donc bah, elle s'est arrêtée tout de suite, quoi. Ouais. Voilà. Ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, tu vois, mais en tout cas, bien ça... sûr. Alors, je regarde mes petites questions. Par exemple, c'est quand on vit l'instant présent, c'est pas... imaginons, tu as prévu un satsang, ça a dû t'arriver, et d'avoir vraiment, ce jour-là, en fait, la grippe, d'être très mal. Comment tu fais? Est-ce que tu t'écoutes toujours toi, et si tu es mal, t'annules, mais en pensant que les autres vont être très déçus, ou tu as encore cette tendance à vouloir faire plaisir aux autres? Non. Non, c'est déjà arrivé une fois, et en fait, ce qui est marrant, c'est que donc, je donne des satsangs avec Gérald. Oui. Et on avait un satsang le week-end dans un endroit, et tous les deux, sans se concerter évidemment, on a eu la grippe en même temps. Ça devait être le mardi, ça a parti du même jour. Le jeudi, j'appelle Gérald, donc je savais pas qu'il avait la grippe. Je lui dis j'ai la grippe, et franchement, je pensais que ça allait aller mieux, mais en fait, ça va pas mieux, donc on va annuler. Et Gérald, il me raconte que lui aussi, il l'a eu pile en même temps que moi, et que ça va pas mieux. Donc finalement, en fait, nous, on a annulé. Non, on veut pas sauver le monde, justement. On n'est pas dans un truc. Donc voilà, on annule, on reporte. Et pour apprendre après qu'en fait, il y avait des inondations au lieu où on devait être, et qu'il y avait un mètre d'eau dans la rue, quoi, tu vois. Ouais. Donc en fait, tout était parfait, quoi. Ah ouais, ça aurait été dommage de se déplacer pour... surtout que ça n'aurait pas pu avoir lieu, je pense, carrément. C'est ça, quoi. Pour pas pouvoir... D'accord. Je regarde mes petites questions. Alors du coup, ça ressemble à quoi ton quotidien? Ah oui, la question... tu veux parler de ce qui se déroule dans le film ou de ce qui se vit en amont Alors, les deux, pourquoi pas. Dans le quotidien actuellement, qu'est-ce qui t'anime? Quels sont tes élans? Donc, dans le film, qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment de vivre dans le quotidien? Alors, il se passe un truc que j'avais vu chez beaucoup de sages et que je ne comprenais pas à l'époque et que maintenant je comprends. C'est que ça a beaucoup l'élan de s'intéresser de ce qui se passe au niveau mondial. Voilà. Donc, depuis l'enfance, je ne regarde pas les infos. Je n'ai vraiment jamais rien eu à faire depuis tout petit des histoires des humains. Ouais. Et là, après la réalisation, c'est complètement l'inverse. Oui. Je me mets à écouter des trucs, tu vois, les manifs des gilets jaunes. Je regarde ça, je regarde comment ça évolue, plein de choses, quoi. Je regarde plein de trucs au niveau de l'humain, au niveau de la nature, de l'écologie. Alors qu'avant, pareil, j'étais à fond dans le cheminement, je m'occupais de rien d'autre que ça. Et là, maintenant, je comprends pourquoi Gérald ou d'autres que j'ai rencontrés, d'autres sages, passent leur temps, beaucoup de temps à regarder ce qu'il en est au niveau mondial pour l'humain, puis aussi à écouter les autres, quoi. Ah oui. Donc, voilà. D'accord, c'est ça qui t'anime en ce moment, et du coup tu regardes pourquoi ce qui se passe dans le monde. C'est complètement automatique, je ne saurais même pas pourquoi, parce qu'en plus j'ai aucune attente spéciale. Je sais très bien que tout est à sa place et que tout se fait comme ça doit se faire. Ouais. Donc c'est comme si je regardais, ça peut pas être bizarre, mais c'est comme si je regardais ma création. Ouais. Donc je regarde comment ça se passe en ce moment dans ce que tu as... Voilà, comment évolue on va dire, si l'humanité ce serait juste un seul enfant, je regarde comment évolue mon enfant. Quoi. Je regarde les prises de conscience, comment la conscience émerge, tout ça, quoi. Et tu as envie, en regardant donc l'enfant, l'humanité, qu'est-ce que tu ressens du coup en regardant ça aujourd'hui? Je vois qu'il y a de plus en plus de conscience, et ça s'accélère, c'est exponentiel. Et au point de vue individuel, en général, l'humain
pour être plus conscient, passe par une phase de souffrance. C'est comme en Inde, on dit la souffrance est une amie qui vient te réveiller quand tu dors dans une forêt infestée de tigres. Donc la souffrance vient te réveiller quand tu es menacé, quoi. Donc pour que tu retrouves ton état originel. Donc en ce moment, l'humain est en train de se libérer d'énormément de choses. Et ça commence vraiment à se voir là. Avant, c'était là, mais il n'y avait pas les structures, on va dire, au niveau du plan relatif, n'étaient pas ébranlées. Mais là, ça commence à se voir dans les actions. Oui, ça émerge. Ouais, c'était c'est tapis, ça. Les mécanismes incohérents étaient invisibles. Maintenant, ouais. ils se voient en plus clairement. Voilà, tout se voit, le système financier, la création monétaire, toutes les choses qui n'étaient pas, on va dire, très équitables, commencent vraiment à se voir, quoi. Et donc les gens ne sont plus dupes de rien non plus. Ça devient de plus en plus difficile d'endormir les masses, quoi. Donc ça se réveille et ça sort de la souffrance là finalement, même si ça peut ça peut sembler ne pas, ça peut sembler être souffrant. Effectivement, cette phase-là, elle n'est pas évidente, mais des fois il faut passer par une secousse pour pouvoir se réveiller, quoi. Ouais. Tu vois, ou désinfecter, ça fait mal quand on désinfecte. Voilà, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, justement, par rapport au monde, tout ce qui est un peu tout ce qui va vers le transhumanisme, les puces, être pucé, tout ça, ça commence à se faire dans certaines entreprises. Puis certains disent que ce serait un projet un peu plus global. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu réagirais si là demain on dit pour faire tes courses tu vas devoir être pucé comme tout le monde? Ça m'étonnerait que l'élan de la plupart des gens aille dans ce sens-là. Ouais. Je pense pas que les gens à un moment donné vont aimer être pucés, être déjà rien que le fait d'être observé. Il y a déjà des gens qui commencent à se révolter contre ça, tu vois, ou les trucs par rapport aux données personnelles, tout ça. Donc ça ira pas dans ce sens-là. Ouais. Tu penses que ça va pas aller? Ouais. Non, le transhumanisme, c'est des peurs. Et puis ça, c'est des idées de justement les personnes qui ont beaucoup d'argent. En général, l'argent vient avec de la peur. Plus tu as sur ton compte en banque, plus tu as peur de perdre ton argent. Et donc, la peur, ça vient avec des mécanismes de sauvegarde, de sécurité. Et donc, ultimement, ça vient toucher la peur de mourir. Et donc là, on y est. Les grands milliardaires de ce monde essayent de voir comment ils pourraient être immortels, comment ils pourraient acheter des îles pour vivre à l'écart du monde, être planqués, parce qu'ils s'enferment dans des peurs. En fait, le nœud du problème n'est pas là. Le nœud du problème, c'est que justement, il y a quelque chose de pas équitable en termes de répartition de richesse. Mais ça va, à un moment donné, ça va lâcher, quoi. Alors, oui, c'est aussi, toi, tu as des préférences, des envies, même quand on est éveillé, on est la conscience qui est la même pour tous, mais après, dans ton quotidien, tu suis ce qui est vraiment Pierre Leray guillemets. Oui. Des fois, ça peut être un peu paradoxal de se dire, on voit le personnage, mais c'est en même temps être pleinement le personnage dans son essence. Oui, carrément. Donc, y a des préférences, mais il n'y a pas d'attachement à ces préférences, par contre. Donc, il y a des élans de faire des choses, mais par contre, il n'y a pas forcément... en fait, je ne pense pas que le bonheur passe par là. Oui. Ça veut bien jouer dans ce sens-là. Voilà, si ça peut jouer dans ce sens-là, pourquoi pas. Mais après... sinon, non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, tu vois. Ça se présente assez régulièrement quand je suis avec ma compagne, et des fois ça la surprend parce que donc je lui dis je ferais bien ça et tout, puis il y a de l'enthousiasme, tu vois, et puis après elle me dit moi je ferais plutôt ça. Et puis moi, intérieurement, j'ai déjà fait OK, et j'ai déjà arrêté mon truc pour suivre comme elle le fait. Et puis elle, après, elle me dit mais tu fais pas ce que tu as voulu faire finalement. Je lui dis non, en fait, pour moi, tu voulais pas, comme pour moi, c'est égal. Du coup,
ce qu'elle voulait faire, quoi. Voilà. Bon, après, dans certains cas, il y a des trucs que j'aime beaucoup faire. Je suis pas attaché non plus, mais par exemple, quels sont tes hobbies, des choses de quand j'étais. En fait, ce qui s'est passé après la réalisation, c'est que tous les élans très forts de l'enfance, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais reviennent. Et tu vois, il y a des trucs, quand j'étais tout petit, j'ai toujours aimé, par exemple, certains métiers manuels comme la poterie ou la forge. Et du coup, des fois, je regarde, ça peut paraître bizarre, mais je regarde des vidéos de couteliers, tu vois, sur YouTube, quoi. Je regarde des gens qui font des couteaux, je trouve ça génial. Voilà, ça m'éclate. Ou sinon, là, je me suis mis au surf il n'y a pas très longtemps. Et c'est un truc que je voulais faire depuis tout petit. Depuis le moment que je sais pas, je me souviens même plus, quoi, peut-être 4 ans, 5 ans. Et comme il n'y a plus de peur pour bloquer l'élan, bah, du coup, ça se fait. Je me dis pas, je suis trop vieux. Tu avais déjà tu avais les cheveux de surfeur. Ouais, c'est ça. Mais tout ça, ça se fait. Ça se fait tout seul, et puis si c'est pas là, bon, c'est pas un problème, quoi. Et puis ça change selon les années, ou même d'une semaine à l'autre. Enfin, il y a des choses qui durent, il y a des choses qui durent moins. Il y a même des choses très surprenantes qui arrivent, c'est qu'il peut y avoir des élans vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force vers faire un truc. Tu vois, par exemple, prendre des cours de poterie. À un moment donné, je me suis dit, ah tiens, pour Noël, si vous ne savez pas quoi m'offrir, vous m'offrez des cours de poterie. Tu vois, j'étais à fond. Et après, hop, ça s'oublie. Tu vois, genre en 2-3... Et puis après, c'est réglé. Tu vois, ça revient plus. Ouais, en fait, non. Il y aura pas de poterie. Oui, c'est ça. En fait, non, je ferai pas de poterie. Enfin, a priori, non, ça se dessine pas comme ça, tu vois. Mais si on t'avait offert les cours, mais que tu n'avais plus l'élan? Ouais, je pense que... Ah bah après, non, je sais pas. Si j'avais plus l'élan, bah forcément, je l'aurais pas fait. Je les aurais fait à quelqu'un d'autre. Tu peux absolument pas faire quelque chose où il n'y a pas vraiment l'élan. Non, ça se ferait pas. Ouais. Et tous les jours, quand tu as cours de yoga, par exemple, c'est déjà prévu d'avance. Il n'y a pas des jours où ton élan serait de faire autre chose et que tu le fais quand même ton cours? En fait, fondamentalement, il y a toujours être qui est là avant tout. C'est-à-dire que le reste, ça passe en second. Donc je me dis jamais que le faire va impacter l'être. Enfin, d'ailleurs, je le ressens pas comme ça. Donc du coup, des fois je dis en satsang, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, l'éveil, c'est réaliser l'état de sommeil profond et l'état de veille. Donc c'est comme si là en ce moment j'étais dans l'état de sommeil profond, reposé, en train de me reposer, et pendant ce temps-là je vois le corps qui bouge et tout ça, mais moi je bouge pas. Et donc du coup pour moi ça me gêne pas de faire... faire ou pas faire. Dans l'absolu non, ça change rien. D'accord. Et ce qui est pas évident. Donc, par exemple, si tu as un projet, une date de satsang très longtemps à l'avance, et que tu n'as pas vraiment l'élan le jour J, parce que c'est dans le moment qu'on ressent l'élan. Ah, pas forcément, non, parce que pour moi, il n'y a pas de temps. Donc, en général, quand on me demande un satsang, ça sent tout de suite. Ici, ça s'ouvre tout de suite, même si c'est dans 6 mois. D'accord. Je sens que ça va être... ce sera oui. Ce sera oui et ce sera bien. Sinon, ça aurait dissonné tout de suite dès le début. Oui, c'est dans l'instant qu'un projet futur, tu as l'information si ça sonne bien. D'accord. Est-ce qu'une personne qui a réalisé le soi peut revenir à son ego, retomber dans l'ego? Non. C'est pas possible du tout. Non, s'il y a une réalisation vraiment totale, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Et comment savoir si la réalisation est totale? Peut-être qu'il y a des gens, ils pensent que c'est la réalisation totale, et pourtant non, ils vont retomber dans l'ego, donc ça... En fait, ça fluctue jamais. Quand il y a une réalisation totale, par exemple, là, si je regarde... commencer des questions que j'invite les gens à se poser, tu vois, par exemple commencer à 0 cm de toi-même, commencer au plus intime de toi-même, là. Dès que je me pose la question, automatiquement je vois qu'il n'y a rien, et donc c'est évident, ça me saute aux yeux pour moi qu'il n'y a personne, que je ne suis pas une personne, et automatiquement il y a le goût de la vie en même temps, mais la vie partout, pas la vie de quelqu'un, la vie avec une majuscule, quoi.
Donc c'est automatique, je peux pas, parce que je trouve personne en fait. Je ne trouve pas quelqu'un, mais parce que c'est la réalité. Ouais. Je peux pas le dire autrement que, ouais, pour moi c'est la réalité. Et c'est pareil pour toi, c'est la réalité pour tout le monde en fait. Oui. On croit, on s'imagine qu'on est quelqu'un, mais c'est une pensée. Oui. Et du coup, oui, tu peux plus avoir d'état. Ton personnage, bon, tu as déjà répondu en partie, mais dès que tu te réveilles, par exemple le matin, tu ouvres les yeux, tu ressens tout de suite la joie. Ça arrive jamais que ce soit un peu plus éteint ou... Non, en fait, je dors pas. La conscience ne dort pas. Ouais. Donc, du coup, quand le corps se réveille, ça se met à faire automatiquement, tu vois. Ne serait-ce que le fait que le corps se réveille, ça montre déjà qu'il n'y a personne. Parce que c'est certainement pas avec la volonté personnelle que tu t'es réveillé, tu vois. C'est pas avec la volonté personnelle que tu as entendu le réveil. Si tu étais en sommeil profond, il n'y a même pas de mental. Donc tu vois, du coup, tu vois que tout est spontané, quoi. Tout est automatique. C'est automatique. Et en même temps, c'est pas insensé. C'est-à-dire que tu n'as pas un quotidien insensé ou... Parce qu'il y a des personnes, on dit, ils agissent sans conscience automatiquement. Ils ont l'impression... Enfin, eux aussi, ils agissent par automatisme. Oui, mais là, c'est pas sans conscience, c'est en conscience. Ouais. C'est la conscience qui agit. Quelque part, c'est un automatisme qui est pareil que quelqu'un qui n'a pas de conscience, mais sauf qu'il y a la conscience. En fait, on ne peut pas ne pas avoir de conscience. En fait, on est la conscience. Donc, on ne peut pas ne pas avoir de conscience. Par contre, on peut, quand on dit c'est pas qu'on agit sans conscience, c'est qu'on agit à travers tellement de filtres d'ignorance par rapport à soi-même qu'effectivement, ce qu'on fait semble insensé. Parce que tout ça, encore une fois, dans l'absolu, ce n'est que la conscience, justement, qui joue à l'inconscience pour se révéler à elle-même. Donc c'est juste une expérience qu'elle vit, quoi. C'est juste une expérience. Quand tu dis pour se révéler à elle-même, c'est pour se rendre compte qu'elle est la conscience. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la conscience, logiquement, elle va plus vers la vie, ce qui n'est pas autodestructeur quand même. Non, en fait, l'autodestruction, c'est pour qu'il y ait ça, il faut justement qu'il y ait des programmes, il y ait des schémas. C'est pas spontané, quoi. C'est pas naturel. Il y a aucun humain quand tu lui, justement, on parlait tout à l'heure de la douleur. Aucun humain quand il ressent une brûlure à la main dit vas-y continue, tu vois. À moins qu'il y ait un conditionnement d'autodestruction appris. Mais sinon automatiquement l'autre main vient. Mais c'est automatique, ça passe même pas par la tête. Vient protéger, quoi. Oui, c'est instinctif comme les animaux, ils savent vivre en conscience, tu penses, les animaux? Ah oui, les animaux sont conscience aussi, mais même les arbres. Un arbre, automatiquement, tu mets, tu mets un coup de couteau dans un arbre, automatiquement la vie préserve la vie, donc il va y avoir des protections. La sève se met par-dessus, une écorce se remet par-dessus, etc. Ça se refait. C'est la physiologie qui se fait, l'intelligence du corps, de la matière. Et donc, le quotidien quelqu'un qui ne saurait pas que tu as réalisé le soi verrait ton quotidien, il pourrait penser que c'est un quotidien de tout le monde, ou il y a des choses quand même un peu différentes quand on a réalisé le soi. Je pense qu'il verrait que c'est comme tout le monde, sauf qu'il verrait peut-être qu'il n'y a pas de, je sais pas comment dire, il n'y a pas de quête particulière. C'est une question que j'ai posée il n'y a pas longtemps à ma compagne pour voir ce qu'elle dirait. Je lui ai posé la question en fait, est-ce que tu as vu une différence entre avant et après la réalisation? Et elle, justement ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle ne me voyait plus méditer, elle ne me voyait plus faire aucune pratique quelle qu'elle soit, spirituelle, que j'avais plus de recherche, tout ça. Moi ce que je peux dire, c'est que je ressens plus d'insatisfaction intérieurement. C'est tout, il n'y a plus la mélancolie du paradis perdu.
ça n'aurait plus. Ouais, c'est juste la sensation intérieure qui change, mais le décor, entre guillemets, ne change pas fondamentalement. Ah non, le décor ne change pas, mais Ouais. par contre, il est vu pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que je ne vois plus juste un décor avec des formes, je vois ce qui est là derrière les formes. Ouais. Donc il y a quoi derrière les formes? Bah justement, c'est pas un objet, donc je ne peux pas le décrire. Ouais. Mais c'est une conscience. Et du coup, ça... Like a bird on a tree. I'm just sitting